Et yo les BG, je vous souhaite la bienvenue sur One Piece World, la nouvelle chaîne dédiée à l'œuvre d'Eiichiro Oda, One Piece. Ici, vous retrouverez des théories sur les mystères du manga, comme le siècle oublié, ou encore des analyses sur les prochains chapitres par exemple. Je suis pour le moment encore débutant en montage, donc veuillez excuser la fraude que je suis. Et maintenant que l'introduction de la chaîne est faite, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, donc à la première théorie, qui portera sur les armes antiques et plus particulièrement sur Uranus. Pour commencer, récapitulons ce que nous savons sur les armes antiques. Poséidon, Pluton et Uranus portent toutes les trois des noms de dieux issus de la mythologie gréco-romaine. Poséidon ou Neptune est le dieu des océans, Pluton ou Hadès est le dieu des enfers, et enfin celle qui va nous intéresser le plus, Uranus ou Uranos est le dieu du ciel. Ces trois armes antiques sont issues du siècle oublié et étaient alliées de l'ancien royaume, dont le professeur Clover évoque l'existence à Ohara au chapitre 395. Nous le savons parce que les poneglyphes qui les mentionnent sont issus de ce royaume et ont été taillés par le clan Kozuki, qui était également allié. Concernant Poséidon, on en entend parler pour la première fois à travers Robin au chapitre 301 sur un poneglyphe de Skypiea qui révèle en fait sa position, que nous apprendrons bien plus tard dans le manga. Puis, pendant le flashback de la défunte reine Otohime, il nous est dit que c'est la princesse sirène de l'île des hommes poissons qui, une fois tous les quelques siècles, obtient un pouvoir qui lui permet de contrôler et de communiquer avec les rois des mers. Elle nous révèle également que ce pouvoir est détenu par sa fille Shirahoshi, actuelle princesse sirène du royaume Ryugu. Les rois des mers sont d'immenses monstres marins, plus grands et plus intelligents que les autres, qui sont, selon la légende, supposés amener le peuple de l'île des hommes poissons à la surface grâce à l'arche Noé. C'était la promesse de Joy Boy, et c'est parce qu'il n'a pas pu l'honorer qu'il s'est excusé à travers un poneglyphe à tous les hommes poissons de toutes les générations qui devront protéger l'arche Noé jusqu'au jour venu. La prophétie de Shirley, qui annonce que Luffy détruira l'île des hommes poissons, pourrait donc être vraie, car Luffy étant Joy Boy, il pourrait honorer la promesse de son ancêtre en emmenant le peuple à la surface et donc réunifier le monde. Voilà pour Poséidon. Parlons ensuite de Pluton. Il est décrit comme étant un navire gigantesque, capable de destruction massive, comme détruire des îles d'un seul coup. Il est mentionné pour la première fois durant l'arc d'Alabasta, où, selon Crocodile, il se trouverait. Puis, des informations nous sont dévoilées par Tom, constructeur naval et mentor de Franky, qui nous révèle qu'il aurait été créé sur Water 7 il y a très longtemps. Ces plans étaient détenus et transmis de génération en génération par les charpentiers de l'île afin de garder une copie au cas où l'arme originelle était utilisée à mauvais escient, jusqu'à arriver à Franky qui les brûla pour empêcher le CP9 et le gouvernement mondial de mettre la main dessus. Plus tard, pendant l'arc de Wano Kuni, et plus précisément au chapitre 1055, on apprend que le poneglyphe d'Alabasta est en fait un poneglyphe d'information et qu'il révèle la position de Pluton. Sukiyaki Kozuki, ancien shogun, nous confirme que l'arme est bel et bien à Wano, cachée sous terre, et qu'il faut détruire les murs construits autour de l'ancien Wano, ou ouvrir les frontières du pays comme Oden le souhaitait, pour la libérer. Le fait qu'elle soit enfouie sous terre est probablement une référence au dieu des enfers qui porte le même nom, tout comme Poséidon, qui se trouve au fin fond des océans, et Uranus, qui se trouverait logiquement dans les cieux. Voilà pour les informations concernant Pluton. Passons maintenant à la dernière arme antique, celle qui est le sujet principal de la vidéo, et dont aucune information nous a été révélée, excepté son nom, Uranus. Pour commencer, nous allons parler des Chandiens et de leurs origines. Ils tirent leurs origines de la Lune dont ils partageaient la surface avec les Bilka, peuple dont vient Ener et qu'il a lui-même décimé, et les Skypéens, mais ont dû tous trois la quitter quand celle-ci a vu ses ressources s'épuiser. C'est le seul peuple d'hommes célestes à être descendu sur Terre et à s'être installé sur Jaya. Selon moi, ce peuple abriterait Uranus, car leurs origines en font une référence directe, mais aussi parce que les armes antiques étaient détenues par les alliés de Joy Boy à l'époque. Bien qu'étant cité comme étant un peuple craintif et méfiant, Joy Boy étant Nika le dieu du soleil sous sa forme éveillée, et étant connu pour donner le sourire et unifier les gens, parallèle avec la capacité de Luffy qui est de rallier le monde à sa cause, aurait pu séduire ce peuple et en faire ses alliés. Si le but de Joy Boy était de rallier le monde, il aurait pu aller sur la Lune pour tenter de les emmener sur la mer Bleue grâce à Uranus, dans le cas où elle serait, elle aussi, un objet inanimé comme le Pluton, ce qui pourrait être un parallèle avec les hommes poissons et Poséidon,
mais ceux-ci auraient tout de même refusé sa proposition malgré l'intérêt qu'il lui porte. Toutefois, quand Joy Boy eut besoin d'aide, ils auraient pu utiliser Uranus afin de descendre sur la mer Bleue et lui prêter main forte et donc arriver à Jaya. Je pense que sans l'aide de Joy Boy ou d'Uranus, ils n'auraient pas pu être capables de migrer sur Terre, même avec leurs ailes, surtout qu'ils ressemblent à un peuple primitif. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'ils sont alliés? Eh bien plusieurs choses nous font comprendre ça. Tout d'abord, il y a le fait que la cité d'or de Chandora abrite 2 poneglyphes, dont un qui indique l'emplacement de Poséidon et que les Chandiens sont chargés de protéger de génération en génération jusqu'à ce qu'il remplisse son rôle. Et l'autre où il est écrit « Gardez la vérité à l'esprit et la bouche scellée, nous sommes ceux qui tissent l'histoire au fil du temps passé et au son du grand clocher de la cité de Chandora ». Mais il y a également le fait que les murs de cette cité soient marqués par cette écriture ancienne, donc passage des Kozuki, maîtres tailleurs de pierre qui étaient eux alliés, ou encore qu'il est dit que leur peuple fut envahi par les 20 royaumes, futur gouvernement mondial, donc les ennemis, les exterminant et leur laissant qu'une petite tribu de nos jours. Le prochain point que j'aimerais rapidement aborder est le flashback de Mont-Blanc, Norland et Calgara. En effet, durant celui-ci, on apprend que cette tribu est très croyante et qu'ils vénèrent et prient les dieux, jusqu'à en arriver à faire un sacrifice humain en guise d'offrande et de protection, dont le dieu du soleil, qui n'est autre que Joy Boy ou Nika sous sa forme éveillée, et donc de nos jours Luffy. Pour faire la transition jusqu'au présent, je dois parler du phénomène du Knock Upstream, qui a envoyé une partie de Jaya, avec le peuple et sa cité d'or, dans les cieux et plus précisément à Skypiea. Maintenant que j'ai expliqué les origines et le passé de ce peuple, parlons du présent. Alors qui pourrait bien être Uranus si jamais c'était une arme vivante, ou qui pourrait la contrôler dans le cas où c'est une arme matérielle comme Pluton? Eh bien pour ma part, je pense que ça ne peut être qu'Aïssa, car elle fait partie du peuple des Chandiens, et c'est la seule qui maîtrise le mantra. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le mantra, c'est le nom donné au acquis de l'observation dans les cieux. De plus, elle le maîtrise depuis sa naissance, ce qui fait d'elle quelqu'un de spécial car elle est capable de ressentir la voix et les sentiments des gens partout sur l'île de Skypiea, un peu comme un don. Elle pourrait elle aussi, en plus d'entendre et de comprendre les personnes autour d'elle, être capable d'entendre la voix de toutes choses comme le faisaient Roger et Oden, et comme le font Luffy, Shirahoshi et Momonosuke plus récemment, qui sont tous les 5 liés aux armes antiques et à l'histoire du siècle oublié plus globalement. De plus, c'est quasiment la seule Chandia qui se montre très pacifiste depuis le début et déteste quand les gens souffrent et meurent. Elle est capable de tout tenter pour arrêter ça, sans se soucier du danger, ce qui fait pour moi écho à la volonté et à la mentalité de Luffy. Voilà concernant Aïssa, c'est très peu d'informations mais ça reste une théorie. Et j'aimerais rajouter, même si c'est bien connu, que c'est pendant l'arc de Skypiea qu'on a vu pour la première fois la silhouette de Luffy qui ressemble à celle de Nika dansant autour du feu. Et c'est la fin de cette première théorie. Je ne vous cache pas que ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer étant passionné du manga depuis des années maintenant et ayant grandi avec. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et partager la vidéo pour qu'on puisse discuter et échanger nos avis ensemble, parce que c'est ce qui m'importe le plus. Quant à moi, si j'ai pu vous divertir le temps d'une coupe de saké, alors ça me convient.